Salut à tous, épisode 4 avec Astana, toujours sur PCM 2022. J'avais ce quatrième épisode à vous proposer pour en terminer finalement avec la période des classiques et également aussi avec certaines épreuves World Tour par étape. On avait vu que Roglic, dans l'épisode précédent, était toujours en domination par rapport à tous ses rivaux, à commencer par Pogačar qui est vraiment au second plan par rapport à Roglic. Roglic qui s'impose même au sprint, il s'était même imposé une fois au détriment de Michael Matthews sur une étape précédente. Lopez arrive tout de même à sauver le podium. Deuxième place pour quelques secondes sur Michael Storer. En parallèle, on avait eu le Tour des Flandres sur lequel Wout van Aert, donc décidément ça domine très très fort du côté du team Jumbo-Visma. Wout van Aert s'était imposé en prenant le meilleur sur la fin par rapport à Dylan Van Baarle, et en vain Asgreen, Moscon, Trentin, Stuyven, etc., accompagné par Benoît notamment, ainsi que Van Der Poel qui avait tenté sa chance trop tôt, n'avait rien pu faire et s'était partagé des places d'honneur. Ensuite, sur le Tour du Pays Basque, c'était Alexei Lutsenko qui avait frappé très très fort dès le départ en s'imposant sur le prologue. Donc c'est pas mal toujours de gagner un contre-la-montre sur PCM. Moi ça m'arrive pas très très souvent, je vous l'avoue. Et puis Lutsenko était allé convertir tout ça pour s'imposer finalement sur le classement général du Tour du Pays Basque. Donc très très bon pic de forme pour Lutsenko ici, dans cette partie, avec, je crois, le 3e jour du Pays Basque, le pic qui s'est déclenché. Et vous verrez tout à l'heure que le pic va durer plus ou moins jusqu'à Liège. Donc c'est à peu près le scénario parfait. On est donc en avril. Qu'est-ce qui va suivre ? Évidemment l'Amstel. Donc pour terminer cette petite période de classiques et des épreuves World Tour qu'on connaît, dont on a l'habitude sur la première partie de saison. Donc on ira ensuite sur Paris-Roubaix, Tour des Alpes, Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège en apothéose, on espère, pour couronner peut-être quelqu'un de chez Astana. Sur l'Amstel, j'aligne une équipe qui est pas loin d'être la meilleure que je puisse aligner sur ce genre de course, puisque autour de Moscon et Lutsenko, on a Fellini, l'italien Velasco, encore l'italien Battistella et Javier Romo, ainsi que Manuele Boraro. Donc c'est pas mal. Le petit Romo est vraiment intéressant. Et bon, il y a un beau monde quand même présent sur cet Amstel, puisque outre Julien Alaphilippe, on a quand même pas mal de choses comme ça à signaler. Voilà, hop, on a Lutsenko qui se replace, on va l'économiser jusqu'au bout. Et puis, en vertu des formes du jour, en fait, Moscon, Battistella peuvent peut-être jouer leur chance, peut-être Fabio Fellini, sur le final. En fait, il faut voir à qui est-ce qu'il reste des forces comme ça quand on sera à 20 bornes de l'arrivée. Toujours la même chose sur ce très joli parcours de l'Amstel Gold Race. On voit que certaines petites cassures commencent à s'opérer dans le peloton. Il y en a certains aussi qui ont soit capitulé, soit sont sur le point de le faire. Et c'est amusant parce qu'on voyait Benoît juste avant qui était un petit peu lâché, qui avait comme décroché. Et en fait, à un moment donné, il va planter comme ça une banderille. Bon, c'est vraiment du travail préparatoire aux attaques de Van Aert, par exemple. Donc c'était assez marrant. Je m'attardais sur le Belge Tige Benoît et puis un petit peu plus tard, hop, il a ressurgi, il a placé une attaque. Alors évidemment, la course se durcit, comme d'habitude, 40 derniers kilomètres, c'est là que ça va se jouer. On va avoir l'initiative de certains. Vous voyez Mohoric aussi, qui est toujours à surveiller sur ces courses. Attention à Mathieu Van Der Poel. Il y a comme ça pas mal de coureurs qu'il faut surveiller. Voilà, Mathieu qui a attaqué. On se retrouve avec aussi Sonny Colbrelli qui a suivi, avec Alaphilippe bien sûr, Van Aert, rien de surprenant. Ça contre-attaque ici, derrière Van Der Poel. Je décidais d'y aller avec Jenny Moscon, moi, en fait, parce que je veux pas griller Lutsenko, qui est ma carte maîtresse
sur Stamstel Gold Race. Et du coup, j'essaye de faire en sorte que Moscon ou Fellini, à partir du moment où Battistella n'en pourra plus, soient on va dire, ceux qui vont initier des coups ou qui vont rouler peut-être aussi pour ramener le Kazakh. Bref, on essaie de jouer la course d'équipe. Et on n'est pas si mauvais à ce jeu-là parce que l'équipe, en termes de puncher, est vraiment intéressante. Hein, très très intéressante. Vous voyez, on est à moins de 20 km ici en sortie du Cauberg, moins de 20 km de l'arrivée. Avec une attaque de Van Der Poel, suivie par Gianni Moscon. Peut-être un bon coup, ça. Malheureusement, derrière, ça recolle. 8 hommes avec une vingtaine de secondes d'avance. 8 hommes en tête. Attention, parce que dans la réalité, ce genre de truc, ça peut aller loin. Et qu'est-ce qui va en être dans le jeu? Alors, on va essayer de s'économiser. Après, heureusement, il y a Jasper Stuyven, il y a Colbrelli. Il y a quelques coureurs qui n'ont pas envie d'être battus sur ce coup-là. Mais moi, j'ai surtout pas envie de lâcher ce coup parce qu'il me paraît gagnant, en vérité. Donc, Fellini a fait le boulot pour ramener Lutsenko. Du coup, évidemment, ça temporise, comme on est rentré. Allez, contre-attaque de Fabio Fellini qui durcit le ton. On a encore la carte Moscon à jouer avant d'abattre peut-être celle d'Alexei Lutsenko. J'aime bien l'Amstel Gold Race parce que c'est une course sur laquelle il y a vraiment... c'est très nerveux, hein, le final. Et il y a vraiment la notion de jouer son coup au bon moment. Ici, Fellini, regardez, qui sort. Ça peut être un bon coup, ça aussi. Hein. Si Fabio Fellini tient le coup, si derrière on ne s'excite pas trop, vous voyez, c'est pas le cas. Fellini repris, hein, mais c'est très bien parce qu'en fait, ça a fait travailler les tout meilleurs. Et on va peut-être bénéficier en fait de cette initiative de Fellini. 11 hommes, a priori pour la victoire. Il va peut-être falloir y aller ici avec Gianni Moscon. Regardez, Gianni Moscon avec quelques hommes dont Matteo Trentin dans sa roue. Moscon n'a pas réussi et du coup, contre-attaque de Lutsenko, toute immédiate. Contre-attaque de Lutsenko. Oh là là, à 2 km de l'arrivée. Est-ce que ça va suffire? Bien sûr, bien sûr. Donc en fait, il faut la placer au bon moment, celle-là. Surtout qu'il y a un tournant, et on sait que dans les tournants, dans le jeu, eh bien, les coureurs arrêtent de sprinter. Ce qui veut dire que finalement, si vous avez un tournant, pendant tout le temps du tournant, l'écart ne peut pas être refait par les coureurs de derrière. Donc ça, sont des types de situations dans le final de certaines courses dont on peut arriver à profiter. Victoire d'Alexei Lutsenko ici sur l'Amstel Gold Race. J'ai envie de dire classique. Très classique la façon de s'imposer ici sur cet Amstel. En même temps, le plateau étant très très fort, vous voyez Van Der Poel, Alaphilippe, Wout van Aert. Le plateau étant très très fort, il était... ah non, c'est pas Van Aert, autant pour moi, c'était Roglic qui prend finalement une 4e place. Mais avec cette qualité de plateau, il était bien délicat de dire qu'on sort de très très loin, c'était pas vraiment envisageable. Donc, ça en fait une de plus dans cette jolie période pour Lutsenko, qui par contre sera au repos quelques jours plus tard du côté de Paris-Roubaix, donc une semaine plus tard. Évidemment, il ne participe pas ici. J'ai juste conservé ma base Moscon, Fellini, Battistella. Et par contre, on a Fedorov, Zakharov, Guidish, par exemple, qui sont de la partie. C'est toute l'équipe que je vous ai déjà proposée sur les pavés du Tour des Flandres et consorts. Hein. Donc, on est sur l'équipe de Flandriens ici et très très clairement sur Paris-Roubaix, on joue pour Moscon. Alors, le sponsor est très ambitieux parce que dans les objectifs, on avait un top 5 en fait qui nous était demandé. Vous voyez, il y a beaucoup de vent en ce début. Il y a une zone de vent d'ailleurs dans cette première partie. On avoisine les 40 km/h de vent, ce qui étire énormément le peloton et ce qui va provoquer très très vraisemblablement des cassures. On la voit apparaître, celle-ci avec 55 coureurs derrière l'échappée de 11 et déjà une centaine de coureurs qui va devoir refaire son retard. La question toujours c'est est-ce que ces coureurs-là vont le refaire? Il n'y a que 9 km/h devant. A priori c'est faisable. Oui mais voilà, ça roule tellement fort en tête qu'il aura fallu pas mal de temps pour que une partie de la centaine de coureurs qui avaient été lâchés se reprennent et finalement réintègrent le groupe des favoris, le peloton.
Ça va être chose faite donc approximativement avant la trouée d'Arambert et derrière recassure. En fait, c'est parce qu'il y a des organismes trop fatigués chez certains. Il n'y a plus qu'une soixantaine de coureurs au moment d'amorcer la trouée d'Arambert en poursuite de l'échappée. Regardez, il y a pas mal de mecs qui commencent à craquer. Il y a des chutes également. Turgis, Christophe, c'est des chutes remarquables, ça. Une quarantaine finalement d'hommes seulement en poursuite des échappés à la sortie de la trouée d'Arambert. Donc déjà, ce sont des conditions spéciales. Regardez, Benoît qui est en défaillance, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas enfin, pas défaillance, mais il n'est pas bien. Il ne pourra pas nécessairement aider Wout van Aert dans le final. C'est une course très ouverte ici, puisqu'il y a les tout meilleurs devant, mais il y a certains équipiers qui n'y sont pas. Et ça peut s'avérer déterminant dans ce genre de cas. Moi, j'aime bien que Paris-Roubaix, dans mes carrières, se déroule d'une façon soit, on va dire, remplie de panache, quand on a des attaques lointaines de certains et qu'elles arrivent à aller au bout. Je trouve ça très très joli. Soit que Paris-Roubaix se joue pas au sprint, quoi, hein, que ça se joue juste entre quelques hommes, mais le scénario dans lequel quelqu'un termine seul me plaît énormément. Christophe Laporte, hein, heureusement pour Van Aert, est là. Et attention, on est déjà peut-être dans un moment décisif ici, puisque regardez, les tout meilleurs semblent vraiment vouloir en découdre. Il y a pas mal d'attaques. Attention, on va regarder de près Van der Poel, on va regarder de près Wout van Aert. Écoutez, déjà là, mauvaise nouvelle, on le regarde de loin. En fait, je n'ai pas osé m'opposer au départ de Van Aert et de Van der Poel. Je n'étais pas en capacité de pouvoir rivaliser avec eux. Donc, on s'est contenté de suivre dans le groupe de poursuivants en espérant que les 3 hommes à l'avant soient repris. Ce qui peut se passer encore, hein. C'est pas du tout inenvisageable. Surtout qu'on a derrière un énorme train de relais avec Stuyven, Van Baarle. Il y a également Casper Asgreen qui participe. Et Van Aert se retrouve donc à l'avant. Regardez, on va peut-être bouger l'écart ici. On va peut-être arriver à rentrer. Tiens, encore Matej Mohoric aussi qui est présent. C'est Stefan Kung, hein, qui emmène très très fort devant. On a Van Mark également. Et regardez ici, accélération encore de Kung. Waouh, il est très très fort le Suisse ici. Avec Van Aert qui essaie de s'accrocher. Van der Poel qui a pris le bon wagon. Derrière le groupe Stuyven, Van Baarle, Mohoric, Moscon notamment. Asgreen qui semble avoir du mal. S'accroche. C'est ici que ça va se jouer dans le carrefour de l'arbre. On n'a plus beaucoup. Asgreen qui lâche. On a Mohoric aussi qui lâche. Ça peut se jouer ici. Regardez, qui est-ce qui part? C'est Mathieu Van der Poel qui s'en va tout seul derrière. On a un groupe Stuyven, Van Mark, Kung avec Wout van Aert notamment et Van Baarle qui s'accroche. On va essayer de produire un effort ici pour rentrer sur ce groupe-là. C'est très très difficile en fait. On se fait éliminer sur des circonstances qui ne sont indiscutables. On est moins bon, c'est tout en fait. Du coup, je me rabats dans la gueule. On va collaborer avec Matteo Trentin et puis on va essayer d'aller sprinter ensuite pour une potentielle 7e place. La gagne, elle est devant. Est-ce que le groupe là qu'on a à l'image, oui, va pouvoir reprendre Mathieu Van der Poel? Ils l'ont fait. Mathieu s'économise-t-il en vue du sprint? Ou bien est-ce la fin pour Van der Poel? Le mieux c'est de voir. Hein. 2 km 3, Van der Poel devant, mais en fait personne ne fait d'effort réel. Ça va sprinter. Ça va se jouer au sprint comme je n'aime pas tellement que ce soit le cas. L'accélération surpuissante de Van der Poel va faire la diff et il devait lui rester un petit peu plus de barre qu'à Wout van Aert puisque Van der Poel s'impose devant Van Aert. Stuyven, jolie 3e place. Van Baarle 4. Van Mark 5. Et on va réussir peut-être à sauvegarder une place honorable pour Gianni Moscon. Oui, ce sera chose faite. Juste devant Dimitri Claes et Matteo Trentin. 7e place pour Moscon. Je crois qu'il n'y avait pas énormément mieux à espérer sur ce Paris-Roubaix-là. Peut-être plus de prise de risque, quitte à tout perdre. Et plus 3 de forme du jour nous aurait peut-être sauvé la mise. Mais le plus 2, c'était déjà pas mal payé au final. Donc voilà, pas évident. On s'est incliné, mais ça me paraît en fait tout à fait logique. Et d'ailleurs, l'écart en témoigne. Hein. Donc très très joli groupe de 6
qui s'est expliqué pour la victoire. Bon, j'aurais préféré que ça se passe autrement avec peut-être Van Der Poel qui va au bout, qui tient le coup et les autres qui rentrent pas, mais ils sont tellement proches et ça se joue tellement sur le physique et sur le résidu de barre. Je pense qu'il y a aussi un paramètre important. Regardez, voilà, on sauvegarde quelque chose d'honorable, c'est la petite étoile orange là, pour dire qu'on n'a pas réussi notre objectif, mais qu'on était quand même juste en dessous de le faire. Donc ça va, il n'y a pas à rougir. Je pense qu'un paramètre sur ce Paris-Roubaix qui a pu jouer, c'est le fait qu'il y ait ce décalage et que normalement il soit à la place de l'Amstel, et puis c'est cette espèce de permutation là qui vient nous gâcher un peu tout au niveau de la forme des coureurs, et ça peut-être nuit globalement à tout ça. Vous voyez que les pics de forme sont en train de se constituer en vue du Giro, puisqu'on a switché, on est quelques jours plus tard sur le Tour des Alpes, et donc gros favori Joan Almeida pour cette étape-là. On regardera de près Ethan Hayter, et puis vous allez voir qu'il y a un Ineos Grenadier qui va s'illustrer ici, ça va être pas mal. On va avoir une jolie bagarre sur ce Tour des Alpes. Österreich, on a le petit panneau frontière, voilà, hein, c'est traditionnellement pas mal de fois, on est entre l'Italie et l'Autriche. Nibali va être notre tête d'affiche. On a la jolie aide de Joe Dombrowski, qui est plutôt précieux. Tejada, Conti, Henao et frère Nibali, ainsi que Pronsky sont là. Ça va sprinter probablement pour cette arrivée de la première étape. On peut pas dire que ça a été très très sélectif. Allez Dombrowski, tu peux le faire. Tu peux le faire, mais non. Regardez qui va s'imposer. En fait, c'est rigolo parce que malgré cette arrivée plate, ce sont vraiment les tout meilleurs qui vont s'insérer déjà dans le top 10 de ce Tour des Alpes. Parce qu'en fait, il y a souvent une marge assez grande entre les tout meilleurs et leurs équipiers globalement, ainsi que les participants dans des équipes un peu plus faibles sur ce genre d'épreuve comme le Tour des Alpes, qui n'est qu'une 1.HC, donc c'est pas non plus un plateau super relevé. On fera quand même gaffe à Giulio Ciccone et à Jack Haig, qui se sont déjà positionnés juste derrière Joan Almeida. Une arrivée peut-être un petit peu plus favorable pour nous. On est dans le pays d'Innsbruck et on va voir si cette fois-ci les ascensions vont être des facteurs d'élimination pour pas mal de coureurs et de clarification du classement général. Regardez, il y a des jolis pourcentages, il y a des belles descentes à faire. Le variant est joli à disputer, je trouve. Il y a notamment de superbes paysages, vous voyez, c'est très très joli. On reconnaît, on se croirait presque sur une route de montagne. Enfin, je veux dire, pour de vrai. Quand on voit ça, je trouve que c'est assez bien fait. Faut quand même rendre grâce parfois quand les choses sont très très jolies. Et pour moi, c'est le cas ici. Ascension délicate. Il n'y a plus qu'une une petite trentaine de coureurs dans le groupe Almeida sur la toute fin de cette étape. Vous voyez, ça peut encore se réduire même sur la fin. On va regarder ce qui se passe dans l'ascension finale. On est à 6 km de l'arrivée. Nibali a encore du soutien, c'est essentiel. Protection de Tejada, Pronsky et Dombrowski qui peuvent encore pas mal aider le requin de Messine. Allez, c'est parti. On va peut-être lancer ici avec Dombrowski. Pronsky ensuite ira éventuellement sprinter pour espérer emmener Nibali faire une jolie place, mais regardez, non, c'est pas ce qui va se passer, parce qu'en fait Nibali il a un peu perdu la roue de Pronsky, qui du coup s'impose au nez et à la barbe d'Almeida et de Damiano Caruso. Donc on la prend, c'est plutôt bien d'avoir comme ça pour une fois un équipier qui prend sa victoire. Moi j'aime bien, si on peut des fois le faire, c'est toujours sympa. Après c'est pas toujours évident, puis des fois on a envie de jouer les bonifications avec nos leaders, mais là en l'occurrence je suis très très content de la victoire de Pronsky. Au général rien n'est fait, mais il y a quand même déjà 17 secondes entre Almeida et Nibali, et 17 secondes ça peut être énorme s'il n'y a pas de différence qui se fait. Ça veut dire qu'en fait les bonifications auront déjà du mal à refaire pencher la balance du côté de Vincenzo Nibali.
À voir, on va pas spéculer, on va regarder ce qui se passe ensuite. Étape 3, arrivée relativement... voilà, un type d'arrivée relativement proche de ce qu'on avait eu à l'étape 1, où ça va sprinter sur le plat très vraisemblablement. Et voilà, on va pas se mentir, il y a une petite ascension quand même sur laquelle certains efforts peuvent être faits. Regardez, avec Santi Henao ici, avec Pronsky dans la roue, et donc une volonté d'Astana ici de faire sauter un petit peu des équipiers, de faire de l'écrémage, de reprendre également les échappées. Henao. Oh, alors mes coureurs sont pas en grande forme sur ce Tour des Alpes, mais en fait c'est pas bien grave. Les autres probablement ne le sont pas non plus. Tout le monde est de plus ou moins en préparation, donc les -2, -1 qui sont assez généralisés. On a même Nibali à -3. Bon, ok, c'est pas grave, on peut vivre avec, il n'y a pas de souci. Allez, peut-être Conti qui sprint, ça me ferait plaisir, une petite victoire pour Conti. Voilà, elle est belle celle-là, elle est mignonne. Elle est très très bonne. Victoire de Valerio Conti après celle de Pronsky la veille. Nibali qui ne perd aucun temps, si ce n'est les peut-être 6 secondes sur Haig et 4 sur Almeida via les bonifications, mais on n'a pas dit notre dernier mot. Il peut encore se passer des choses. Donc, très très bonne victoire pour Conti. Voilà, sa première de la saison pour l'Italien. Mine de rien, un coureur consistant. Hein. Conti, hein, c'est pas insignifiant, le mec est bon. Hein. Y compris, on aurait pu jouer une autre carte et plutôt l'emmener comme équipier du côté de la flèche wallonne, hein, que je vous montrerai dans quelques minutes. Bon là, voilà, j'ai fait un autre choix. Étape 4, décisive, avec une arrivée derrière une descente. Ça nous met toujours la puce à l'oreille quand on a Vincenzo Nibali. Et donc ce sera la dernière fois, hein, puisque il n'y aura plus jamais de Nibali sur PCM, sauf si on considère une ancienne database dans un jeu futur, mais voilà, j'ai déjà de la nostalgie, moi, de voir disparaître du peloton Vincenzo Nibali, et donc j'ai envie de profiter au max de chaque opportunité avec lui, à l'image un petit peu de ce que j'avais fait en compagnie de Remco Evenepoel sur le Tour du Pays Basque, où Nibali a réussi à prendre son étape, et c'était quand même plutôt une bonne chose de saisir la chance. 3 minutes 10, mais il y a encore plus de 60 km, rien n'est fait. L'échappée n'a a priori pas énormément de chance d'aller jusqu'au bout, même s'il n'y a plus qu'une quarantaine de coureurs dans le peloton, ce qui fait qu'en fait il y a de moins en moins d'équipiers, mais Ineos Grenadier, il leur en reste souvent. Ils sont très très forts ici sur ce Tour des Alpes, même si jusque-là on les a pas énormément vus, mais en termes de force de groupe, ce sont eux qui sont les meilleurs, peut-être avec mon équipe. Donc ascension intéressante, Boni Prati, et avec une descente juste après à suivre. On se positionne avec Vincenzo Nibali, attaque de Caruso. Il faut prendre la roue de Caruso par contre là. Il ne faut pas rigoler. Almeida qui a contre-attaqué. Du coup, je me rabats sur Almeida, comme ça c'est lui qui fait plutôt l'effort. Et là, il y a peut-être quelque chose à faire dans la descente. Regardez, on est un peu juste. Oh là là, que c'est difficile. On est un peu juste, mais il reste 6 km de descente. Il y a peut-être quelque chose à tenter avec Vincenzo Nibali, dont on sait les capacités de descente. Regardez, il arrive à prendre un peu de terrain déjà sur Caruso. Almeida s'est mis en 3e position. Nibali va pouvoir commencer à creuser ici sur les descentes. Ah, c'est toujours tellement beau de pouvoir faire ça avec quelqu'un qui a une super note de descente. C'est parmi les moments que je préfère sur Pro Cycling Manager, j'avoue. Et Nibali, donc en particulier, le permet. Très très jolie descente de Nibali qui aura mis ici un écart très très important à ses poursuivants. De combien est-ce que l'écart sera sur la ligne? Voilà la question. Ben Tuolet, Geraint Thomas n'auront rien pu faire et Almeida va concéder un petit peu de temps, ce qui veut dire qu'on est peut-être en position ici de prendre une très très bonne place au général. On va voir, en tout cas très très jolie perf, la descente par Nibali. C'est amusant, il y avait un coureur, Nibali il a failli se prendre un mec en sens inverse en fait. Donc voilà, hop, il y en a un deuxième ici. Victoire donc pour nous, et
replacement au général. Mais regardez, c'est dommage, il n'y a pas eu de temps qui a été crédité en termes d'écart. Donc ça veut dire qu'on va juste bénéficier de la bonification. Il reste encore 11 secondes à boucher sur Jean Almeida si Nibali veut s'imposer sur le Tour des Alpes. Donc, il va falloir faire quelque chose, peut-être, en tout cas le tenter à étape 5. Il y a aussi peut-être une situation de descente qui peut être favorable, qui sait, sur le final. On va voir. En tout cas, on tentera, et puis sinon, on se contentera d'une place d'honneur en se concentrant plutôt sur le Giro quelques semaines plus tard. L'étape ne voit pas forcément un gros écrémage du peloton. Il y a encore quand même 90 coureurs. Voilà, après, ça va progressivement se réduire. J'avoue qu'on est un petit peu à l'initiative comme ça de cette réduction, parce que je fais pas mal rouler mes équipiers. On a besoin ici en fait de provoquer quelque chose, et chute de Almeida, non, c'est horrible. Ouf, j'ai eu peur qu'ils ne repartent pas en fait, pour être franc, parce que ça aurait été catastrophique d'avoir l'abandon et la blessure d'Almeida qui aurait peut-être privé du Giro. Juste après, ça aurait fait un plateau un peu moins relevé. En l'occurrence, il a chuté, peut-être rentrera-t-il? Ça paraît compliqué. Nous, on était déjà dans une stratégie d'écrémage pour rouler. On veut éliminer Haig, on veut éliminer Caruso. Et regardez, il va se passer encore quelques chutes. Ça va être assez terrible. Caruso aussi va chuter. Voilà. Il s'est gamellé, le pauvre. Et du coup, finalement, il repart quand même devant Almeida. Donc, il va y avoir un chamboulement au général. C'est un peu navrant que les choses se passent sur de tels incidents de course. En même temps, nous, on a fait le boulot. On a mis de l'huile sur la route aux bons endroits et on est venu juste avant, discrètement. Donc c'est normal que les mecs glissent. C'est du travail d'équipe, tout ça. Blague à part, donc, suivons Geraint Thomas avec Joe Dombrowski. Vraiment précieux. Attaque de Nibali, poursuivi par Ciccone, ainsi que Jack Haig. Il a quelques secondes seulement d'avance sur Nibali au général, et puis on a bien compris que malheureusement pour eux, désormais Almeida et Caruso étaient hors du coup pour la victoire finale. Et donc essayer de faire une grosse descente ici. Il y a des pourcentages à un endroit où peut-être Nibali pourrait attaquer. Donc on va peut-être essayer de le faire dans les meilleurs pourcentages au niveau de la descente, là, voilà. Parce que c'est sur ce genre de terrain qu'il peut faire la différence, c'est pas sur une descente un peu plus soft. Il faut vraiment que la descente soit assez vertigineuse pour que Nibali puisse prendre un peu d'espace. Regardez, ça va être chose faite. C'est toujours l'attaque, toujours attaquer en descente. Bon, alors, remarquez, cette fois-ci, on est quasiment à plat, mais il lui reste pas mal de barres. Je mets un effort curseur à 99 pour essayer d'en terminer victorieusement pour Vincenzo Nibali et de cette fois-ci bénéficier d'une bonification. Sera-t-elle comptabilisée sur Haig et sur Ciccone? Haig fait 2. Techniquement, s'il n'y a pas d'écart qui est comptabilisé, il peut encore s'imposer au général. Ou alors, quelque chose m'échappe, peut-être. Mais on va voir. Tout va se jouer sur écart ou pas d'écart. Alors ça, bon, on a déjà parlé 100 000 fois sur PCM, le phénomène de l'écart comptabilisé ou pas. Ça, c'est un jeu, voilà, il faut bien qu'il y ait une manière de gérer les choses. Et puis, des fois, on a l'impression qu'on a... Vous voyez, il n'y a pas d'écart. Des fois, on a l'impression qu'on a fait ce qu'il fallait pour qu'il y ait un écart qui doit être comptabilisé. Et puis, en fait, c'est pas le cas. J'ai remarqué que c'est souvent sur des variants un petit peu plus anciens. Peut-être était-ce le cas ici. Quoi qu'il en soit, 4 secondes de gagné pour Nibali sur Haig, qui va du coup quand même s'imposer au général devant Haig pour 2 petites secondes. Donc ça avait au moins un mérite, c'est qu'il y avait du suspense, ce Tour des Alpes. Après, le plateau était ce qu'il était, on va pas non plus en faire des tonnes. Malchance totale pour Almeida et Caruso qui permet à Nibali de s'imposer, voilà, qui est bon à 2 semaines du Giro. Après, j'ai mis un stage en fait pour les autres cours. Pour tous les participants au Giro, ils vont être en stage la semaine du Tour de Romandie. Donc il n'y a pas de participation en Romandie pour eux. Ils arrêtent de courir, ils ne courront plus d'ici au Giro. Flèche Wallonne dans la foulée. À Flèche Wallonne, je me suis permis d'envoyer Miguel Angel Lopez,
me suis dit que quand même, allez, le Colombien pouvait de temps en temps quand même s'aligner sur une classique. Surtout quand elle est sur un terrain qui lui est relativement favorable, parce que mur de 8 quand même pour quelqu'un comme Miguel Angel Lopez, c'est pas non plus absurde de l'envisager. Après, on a quand même quelqu'un qui est en grande forme, c'est Alexei Lutsenko. Pays Basque, Amstel peuvent en témoigner. Est-ce qu'il y aura la passe de 3 ici? C'est ce qu'on va regarder. En tout cas, on va essayer de se mettre en meilleure position possible pour cela. C'est une flèche wallonne, encore une fois, relativement nerveuse. Vous allez voir, ça va attaquer d'un petit peu loin. Certains favoris vont se découvrir assez loin du passage, du troisième passage au mur de 8. Donc voilà, dans RF, là on a plus une attaque d'outsider comme Nelson Paoles, mais puis on est encore relativement loin de l'arrivée. Mais vous voyez, Alaphilippe est aux avant-postes, les tout meilleurs sont là. Moi je décide de rouler un petit peu parce que j'ai envie de boucher cet écart. Velasco, oui, grosse forme du jour quand même pour tout le monde. À part Fellini qui est à 0, on a Lutsenko à 2. Ah oui, Moscone également, c'est normal, lui il est fatigué, il a beaucoup donné. Mais on a quand même de bonnes formes. L'équipe est relativement prête pour aborder Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège dans cette fin de période de classique. Fellini doit bosser. Oh là là, ça sort bien là. Et quelqu'un qui est sorti très très vite, c'est Michael Woods. Mur de 8. Avant-dernier passage, où comme il est bon, il est très très fort, il reprend l'avant de la course. À l'avant, on a également Roglic et Mohoric qui ont réussi à se faire... en fait, Roglic est trop malin, il a réussi à se glisser dans l'échappée matinale, dans le résidu de l'échappée matinale. Il est sorti très opportunément à un moment donné, mais regardez, ça a tellement roulé derrière, on est trop loin de l'arrivée pour que ça puisse payer ce comportement-là, mais c'était assez roublard de sa part, c'était bien joué. En plus, Roglic, dans la carrière, là, il faut trembler quand on le voit, parce qu'il est quand même sacrément fort. Et peut-être qu'il peut arriver à faire des trucs qu'on n'imagine pas. Dan Martinez, pour Ineos Grenadier, a bien initié aussi, là, un mouvement. 17 km de l'arrivée, là, je suis obligé de rouler comme un damné. Fabio Fellini à fond la caisse. Après, on demandera à Gianni Moscone, Romo et Lopez sera en charge de mettre Lutsenko dans les meilleures dispositions sur mur de 8. Allez, Schachmann a été repris, mais ça a contre-attaqué Roglic, Alaphilippe, Van Der Poel, Wout van Aert, excusez du peu, il y a un plateau immense sur cette flèche wallonne. Les tout meilleurs sont là, par Pogačar, encore une fois, qui est encore une fois en demi-teinte sur cette saison pour le moment. C'était la même chose avec Intermarché ou Anti-Gobert Matériaux. Le gars était aux abonnés absents, c'est quand même un peu tristouné. Romo, allez, en haut de Cherave. Voilà, on est sur un profil un tout petit peu ancien, qui date de 2 ans environ. Lopez pourra essayer de mettre Lutsenko dans les meilleures conditions. Alors évidemment, il y a toujours le débat. Est-ce que tu vas en effort curseur très très important ou est-ce que tu attaques pour essayer de terminer très très fort le mur de 8, puisqu'après le pourcentage retombe sur la toute fin avant la ligne d'arrivée. Donc on peut avoir le doute. En tout cas, Alaphilippe prend une jolie avance ici. Avance déterminante ou pas, je sais pas, parce qu'en fait, Lutsenko va libérer toute sa puissance. Il peut encore passer à ce stade-là si Alaphilippe n'en peut plus, mais c'est pas le cas. Voilà. Donc, victoire de Juan Alaphilippe. 2e, Lutsenko. 3e, Van Aert. Jolie 6e place pour Van Der Poel. On voit après des abonnés à ce genre de course, aux bonnes places, je dirais, dans ce genre de course. Le polyvalent Valentin Madouas ou Maximilian Schachmann qui viennent ici s'illustrer. Michael Woods, au final, n'aura pas réussi à obtenir une bonne place. Roglic aura été largement supplanté du côté de Jumbo-Visma par la très belle 3e place de Van Aert. Voilà, il y a eu bataille. Alaphilippe qui s'impose, j'ai envie de dire, c'est le meilleur, probablement le meilleur, le mieux noté sur ce mur de 8 et sur la flèche wallonne en général, qui s'impose. Relatif éclatement des coureurs quand même à l'arrivée, donc c'est plutôt bien. Il y a une vraie hiérarchie qui s'est dégagée. Thomas Pidcock fait 5, Gaudu 8,
Encore une fois, grosse performance de Johannessen de Uno X. Lui, c'est une sacrée pépite du jeu, surtout si on prend cette database, celle de la WorldDB 22. Et je terminerai l'épisode ici avec Liège-Bastogne-Liège. On prend les mêmes. Et est-ce qu'on recommence? On va voir, mais on va essayer de pas recommencer. Alors j'ai dit les mêmes, mais c'est pas exactement les mêmes, parce que cette fois-ci, on va laisser au repos Miguel Angel Lopez. Et par contre, on va aligner Vincenzo Nibali. Sur Liège, ça paraît assez sympa. Petit clin d'œil, on aligne Nibali pour son dernier Liège-Bastogne-Liège. Il n'a jamais gagné, peut-être est-ce la bonne année. Roglic, Pogacar, Alaphilippe sont là, Woods, et encore aussi Van Aert, je crois, bref. Il y a Van Der Poel, bref, il y a tout le monde qui est là. C'est encore une fois un gros plateau. Déjà, Pogacar est présent, ça sauve un peu le truc. Allez, longue mise en route avant de rentrer dans l'enchaînement final de tous les monts ou de toutes les côtes. On est... moi j'adore, Liège-Bastogne-Liège, c'est vraiment une de mes courses préférées sur le jeu. Vous allez me dire, je dis ça souvent. Finalement, je n'ai que des courses préférées, mais en tout cas, non. Très sérieusement, Liège, toujours très excité de la jouer. Van Der Poel est là, on le voit bien placé, même si Jumbo-Visma qui fait plutôt le train, ils ont plus les moyens de le faire que Alpecin de Koenig pour Van Der Poel. On traîne un peu, certains, comme Lutsenko ici, voilà. Il n'y a pas le feu en fait, on est vraiment dans la mise en route. Stoke même n'est pas nécessairement l'endroit où tout va se jouer, on aura derrière le col du Rosier. Ok, il y a eu cassure, mais du moment qu'on fait partie du bon groupe à l'avant, il y a zéro souci, il n'y a pas besoin de se montrer tellement aux avant-postes. Vous voyez, je traîne un petit peu encore. Lutsenko n'est qu'à +1, il aura sa chance dans la Roche au Faucon. De la même manière que Gianni Moscon pourrait avoir la sienne, puisqu'il est à +3, donc c'était quand même un bonus assez exceptionnel, il faut en profiter. Vincenzo Nibali, peut-être, aura sa chance, s'il y avait un scénario qui le permettait. Toutefois, voilà, maintenant, ça y est, col du Rosier est passé. On va rentrer, ça va très vite arriver sur la toute fin de course. Et le moment décisif, Romo est là pour aider. Il ravitaille en l'occurrence là présentement. Attaque de Julien Alaphilippe, c'est parti. Les hostilités à 40 bornes de l'arrivée, Romain Bardet lui a pris la roue. Et derrière, ça enquille avec pas mal de bons coureurs qui essayent de profiter du coup. Quelques équipiers qui vont travailler durement. On en approche de la redoute, vous voyez. Johannessen est sorti avec Vlasov. Roglic est en contre-attaque du groupe de 5 avec Schartmann, Bardet, Van Der Poel et Alaphilippe. Il y a même Alejandro qui a profité pour prendre le bon coup. Est-ce que ce joli groupe avec Roglic, qui a moyen de rentrer d'ailleurs aussi derrière, peut aller jusqu'au bout? Regardez, il y a quand même Ineos Grenadier qui fait le boulot, il y a Emirates aussi qui est capable UAE qui est capable d'aller travailler, il reste des coureurs, donc on va avoir moyen de recoller à ce groupe-là, peut-être. Moscon doit se montrer très fort. On est encore en protection pour Lutsenko. Vous voyez Nibali également qui est là. On a encore 3 cartes à jouer potentiellement. Romo a joué son truc par contre de protection. Il en est de même pour Velasco depuis un petit peu plus longtemps. Battistella est quand même au bout de son effort. Fellini également. Allez, Moscon qui prend un bon coup là. Alaphilippe, Van Der Poel, c'est pas mal. Ça peut peut-être aller loin cette histoire-là. J'essaye encore une fois de jouer, vous voyez, un peu à l'économie pour Lutsenko et Nibali. Et Moscon, et en même temps je suis tiré parce que je sais que Moscon il a quand même les moyens de le faire également, au nom de sa polyvalence. Il a les moyens de le faire avec une bonne forme comme ça. Allez, finalement c'est dur de sacrifier, de savoir qui on va sacrifier dans ces cas-là. Allez, on en approche de la Roche au Faucon, il va falloir faire des choix ici. Je mets Lutsenko dans la roue de Nibali, mais c'est peut-être un petit peu absurde étant donné que Nibali semble un peu mieux que le Kazakh. On va essayer de suivre avec Moscon, vous voyez, dans la bonne roue. Gianni Moscon, il est calé dans la roue d'Alaphilippe. Van Der Poel, la roue de Van Der Poel pour Lutsenko, qui a quand même du mal à la toute fin de cette première partie de Roche au Faucon. On bascule, il y a moyen de se refaire. Lutsenko fait l'effort, mais il lui reste plus grand-chose. Non, vraiment, c'est la carte.
Moscone qu'il va falloir jouer. Heureusement, il y a la Philippe qui contre ici, parce que sinon c'était le départ. 2 hommes qui partaient, là c'était assez bien joué. Il va falloir terminer proprement l'ascension avec à la Philippe dans la roue de... Non, Moscone dans la roue d'Ala Philippe. Et là, c'est maintenant. C'est maintenant. S'il y a un truc à faire, c'est maintenant. Voilà, bam. Ça, on le sait, hein. Sur Liège, les opportunités sont pas nombreuses. Je déteste que ça arrive au sprint. Je préfère encore perdre dans l'anonymat que subir une arrivée avec 30 mecs au sprint, ça me gave. Donc, on joue le tout pour le tout avec Gianni Moscone ici, qui est quand même sur la barre jaune, là, il est capable, hein. Capable d'aller très très loin, surtout quand on va aborder la descente ici. Je suis à 90, derrière ça a du mal à s'organiser, même si dans un premier temps ils avaient rebellé copieux, ils avaient essayé de prendre Gianni, mais là ça sent très très bon. 30 secondes pour l'Italien qui a peut-être remporté ici la plus belle victoire de sa carrière. Gianni Moscone, 30 secondes, il reste plus qu'un virage, c'est fait, c'est dans la boîte pour l'Italien. On va pouvoir lever les bras, savourer et regarder un petit peu ce qui se passe derrière, voilà, en termes de sprint. Du coup, j'ai même pas fait spécialement sprinter Lutsenko. J'étais trop en train de savourer, en fait. Il y avait saveur extrême de cette victoire. Après, on sait, hein, c'est le spot pour sortir juste après la rush au faucon et avant la descente. C'est le spot PCM, hein, ça, à fond, hein. Mais voilà, encore fallait-il pouvoir le faire. Les coureurs étaient en bonne forme. Les protecteurs ont joué leur rôle à fond. Et finalement, c'est du côté de Moscone que ça a tourné. Voilà. Donc, on achève ici la période des classiques. Regardez, un joli, un top 10 d'anthologie. Hein. Van Aert, Van der Poel, Alaphilippe, Pogacar, Bernal, Lutsenko, Roglic, Bardet, Evenepoel. Top 10, il est dingo. Donc, période des classiques terminée ici. Il y a à venir donc un Giro. J'avoue que j'ai un peu planté dans le jeu, c'est-à-dire que je suis... ça doit faire 1 mois que j'ai pas joué à PCM. Il y a un petit moment un peu comme ça où je n'ai plus très envie. Ça va reprendre, on l'espère. Ça va reprendre. Et il faut que je termine Romandie, en vérité, avant d'attaquer le Giro. Et puis, il faudrait aussi que je puisse démarrer une 2e saison avec Intermarché Wanty-Gobert, n'est-ce pas? Voilà, pour pouvoir revenir au jeudi des Wanty. En tout cas, pour le moment, je vous montre le programme. Voilà, c'est Delacruz qui sera leader sur le Tour de Romandie, ou peut-être avec Steph de Bod, hein, mais voilà. Les autres sont en stage d'avant Giro. Et après, on verra bien ce qui se passe. Voilà. A plus. C'est une bonne semaine. J'espère pouvoir vous proposer bientôt une prochaine vidéo sur Pro Cycling Manager. Sans trop attendre, bye bye.